Frida, on la connaît, on parle même de Frida Mania. Aujourd'hui, elle a presque éclipsé Diego Rivera, c'est-à-dire qu'elle a une cote après coup, j'allais dire. Comment c'est venu, selon toi, Claire, ce passage, pas de l'ombre tout à fait, mais à une grande lumière? Frida, elle est sa compagnera, elle est cette femme qui porte les racines préhispaniques, qui porte la fierté d'être mexicaine, elle qui porte la culture européenne et mexicaine, elle qui est en même temps une jeune fille qui venait aussi d'une famille bourgeoise, mais aussi d'une famille purement mexicaine de la terre, elle portait tous les paradoxes en elle. Elle va être connue de son vivant comme cette femme qui, quand elle rentre dans une pièce, a des dents en or, a des fleurs dans les cheveux, parle très très fort en faisant beaucoup de jurons, et qu'elle chante à la moindre occasion, et qu'elle change les paroles des chansons mexicaines en mettant un petit peu de choses salées comme ça au passage. Et elle est déjà une figure mythique. Mais elle n'est pas une peintre. Et elle n'est pas Frida Kahlo, elle est Frida Rivera. Et quand elle ira, alors, petit point intéressant, qui va la pousser à continuer à peindre, à essayer d'exposer, à aller à New York, à aller à Paris pour montrer ses peintures? C'est Diego Rivera, qui, et moi je sais, beaucoup de lecteurs sont venus me voir depuis que je porte ce livre, et qui me disaient, mais quel salaud, Diego, comment il a pu faire tout ça? Et les choses sont plus complexes. De fait, Diego est aussi un homme féministe, et c'est notre sujet ce week-end. C'est un homme qui n'avait même pas en question l'idée que la femme en face de lui, et toutes les femmes en face de lui, étaient absolument ses égales. Et si vous voulez, au Mexique, au début du XXe, c'est pas forcément une chose courante. Et effectivement, c'est Diego qui va dire à Frida, va dans le monde, sois mon grand dragon, tu vas tous les mettre à terre, montre-leur tes peintures. Et Frida, alors Frida, elle a beaucoup d'humour. Et donc, quand elle est parfois interviewée comme femme d'eux, ce qui arrivera notamment aux États-Unis, elle ne comprend pas cette mode de devoir parler de soi, etc. Là, on pense à aujourd'hui les réseaux sociaux, tout ça. Quand les journalistes viennent la voir comme Madame Rivera, parce qu'elle est quand même un objet de curiosité, elle est comme un animal curieux, parce que de fait, elle est insaisissable. Alors, elle se met dans son lit, et puis elle est alanguie, elle botte toujours en touche, comme si elle ne voulait pas affronter cette question. Mais Madame, vous êtes peintre aussi. C'est-à-dire qu'elle va toujours dans les petits chemins de travers, et effectivement, je pense à sa rencontre avec Ford, par exemple, qui est comme un pape aux États-Unis, et qui, effectivement, invite Diego pour faire des fresques, c'est amusant, hein, le plus grand capitaliste de son époque, invite le plus grand communiste de son époque. Antisémite. Et tout à fait. Et ils mangent tous à la même table, et effectivement, typiquement, quand ils se rencontrent, et ça, c'est absolument avéré dans les documentations que l'on peut retracer, Frida aura cette question à Monsieur Ford qui est délicieux avec elle. Elle est l'invitée d'honneur, elle est la femme de Diego. Mais Monsieur Ford, est-ce que vous êtes juif? Et là, toute la salle retient son souffle parce que la réputation d'antisémite de Ford n'est plus à faire. Et Ford tombe sous le charme parce que personne ne résiste à Frida. Et quand il va lui dire, mais vous, alors il l'appelle Carmen, hein, parce qu'on est dans les années 30, et Frida va d'abord changer son prénom de Frida, F-R-I-E-D-A, à l'allemande, en Frida, F-R-I-D-A, dans un premier temps, comme pour s'écarter de la montée du nazisme en Allemagne. On est au début des années 30. Et ensuite, elle va changer son prénom en Carmen, quand elle est aux États-Unis, pour mettre une distance encore plus grande avec ses origines allemandes. Mais donc, notre ami Ford va lui dire, mais vous, chère Carmen, il paraît que vous peignez aussi. Et là, Frida va dire, évidemment, monsieur, je suis le plus grand peintre du monde. Mais c'est sa manière à elle de dire, surtout ne me regardez pas. Surtout n'allez pas chercher ce que j'ai de viscéral en moi. Regardez mes tenues extravagantes, regardez mes coiffures qui n'en finissent pas d'être elles-mêmes des tableaux vivants. Regardez toutes les bagues à mes doigts. Entendez-moi chanter, monter sur la table et redemander la tequila, parce que chaque jour, si on n'est pas mort, c'est encore toujours. Et elle va être extrêmement réservée et timorée sur son travail de peintre. Pour le coup, et c'est presque symbolique, c'est vrai que notre Diego, ogre dévorateur, toute la montagne, peint littéralement
des fresques gigantesques. Il est dans le gigantisme et il n'aura jamais assez de tous les murs du Mexique et du monde pour mettre dedans tous les personnages et toutes les époques qu'il veut convoquer. Frida peint des minuscules tableaux. Certains sont vraiment presque de la taille de cartes postales. Il y a quelques grands formats, mais on les connaît précisément parce qu'ils sont si rares. Et Frida, elle est dans la miniature, elle est dans un tout petit détail de ces poupées figées. Et effectivement, si on confronte leurs deux peintures, naît une troisième voie, c'est-à-dire comment on s'empare de l'humanité. Et que ce soit en convoquant tous les siècles de l'histoire du Mexique, tous les personnages, et d'un autre côté, le même visage de femme, encore et encore et encore, qui pleure. Alors parfois les cheveux attachés, parfois les cheveux détachés. Frida, on peut savoir comment elle va par rapport à ses cheveux. Je vous le dis, si elle a les cheveux détachés ou qu'elle coupe ses cheveux, ça va très mal. Et on le voit sur ses tableaux. Et quand elle se coiffe, c'est que ça va pas forcément bien, mais on n'est pas complètement au creux de la vague. Bref. Et quand elle les coupe, c'est la catastrophe. Oui, quand elle les coupe, c'est la catastrophe. Et d'ailleurs, elle se peint en train de couper ses cheveux. Et d'ailleurs, c'est un moment où Diego vient de la trahir infiniment. Et elle, qui représente une femme si en accord avec sa féminité, dans le sens où ses jupes, ses bagues, ses bijoux à n'en plus finir, les papillons, les fleurs, etc. Et puis tout d'un coup, Frida peut se représenter dans un costume d'homme, avec les cheveux coupés. Et elle dit aussi quelque chose de très moderne, et là je pense à ce que tu disais tout à l'heure, les traces de modernité de ces femmes qui ont été des gardiennes de phare avant même qu'on puisse les découvrir. Frida va aussi poser la question de la féminité des hommes et la masculinité des femmes. Et bien sûr, nous connaissons ce visage et en peinture et en photographie. En peinture, elle va accentuer ses sourcils, qui sont devenus maintenant si célèbres, et elle va accentuer l'ombre de sa moustache de brune pour en faire une vraie moustache. Et elle dira: moi, je suis comme Zapata, j'ai la même moustache. Et elle va accentuer sur ses tableaux, en même temps que ses robes si féminines, des attributs masculins. Et quand elle parle de Diego, parce qu'on a des textes où elle parle de lui, elle parlera des seins de Diego, par exemple. Et elle est une des premières à mêler aussi dans sa peinture cette idée que les frontières sont mouvantes et que chacun nous devons nous interroger à la part qui est exogène de nous dans notre identité. Je suis allée plusieurs fois au Mexique. L'avant-dernière fois où je suis allée, c'était il y a environ 7 ans. Et je vais à la Casa Azul comme en pèlerinage à chaque fois. Et quand je vais à la Casa Azul, à Coyoacán, il n'y a personne devant, il n'y a pas de queue. J'arrive, je prends un ticket et je passe toute la journée dans la Casa Azul. C'était déjà bien après le film avec Salma Hayek. J'y retourne, il y a environ 1 an et demi, 2 ans, au moment où j'écrivais mon livre, Rien n'est noir, et j'arrive à la Casa Azul, et là, il y a 800 personnes. Et quand je dis, mais je n'ai pas pris de ticket, comment on prend des tickets? Je dis, mais vous n'avez pas pris un ticket sur Internet, enfin, vous ne pourrez jamais rentrer aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le film avait déjà eu lieu, il y a déjà eu des très belles rétrospectives de Frida, je pense à la Tate à Londres, il y a 15 ans maintenant, il y a une très très belle exposition à Berlin il y a environ une dizaine d'années. Je pense que malgré nous, et tant mieux, on ne le décide pas, Frida continue, et de façon de plus en plus radicale, à nous parler, à nous, hommes et femmes, à maint niveau, peut-être l'amoureuse, peut-être la peintre. Je pense aussi que, et j'en ai fait l'expérience aussi avec des lecteurs et des lectrices qui sont venus me voir depuis que je porte ce livre, et des femmes notamment, c'est intéressant, elles me disent, moi j'ai du mal à regarder les tableaux de Frida, c'est difficile. Et c'est difficile non pas dans un sens que c'est cryptique, parce que pour le coup on peut dire beaucoup de choses des tableaux de Frida, mais ce n'est pas flou, ce n'est pas du cubisme, ce n'est pas de l'abstraction, elle est dans une immédiateté, et c'est donc le dessin au service de tous. C'est matérialiser en peinture un rapport immédiat de aide-moi, et l'art est fait pour ça. Et elle s'inspire, Frida Kahlo, de cette immédiateté de l'ex-voto extrêmement naïf, avec en bas de la toile un mot qui est inscrit, et elle va reprendre cela. Donc effectivement, ces peintures sont immédiatement accessibles, et ces femmes me disaient notamment,
elle me fait peur, j'ai du mal à regarder ces tableaux, ils me hantent, peut-être pas jusqu'au traumatisme, mais vraiment, ils me bousculent. Je pense qu'effectivement, Frida, elle peint le corps de la femme comme il est. C'est ça qui fait peur. Non, vous ne croyez pas. Elle le peint tout simplement comme il est. Elle ne le sublime pas, elle ne le met pas à distance, elle n'en fait pas un objet de désir. Et je pense que à son époque, c'était déjà révolutionnaire et ça continue à l'être aujourd'hui. Oui, hommes et femmes, vous pouvez prendre ce corps et d'ailleurs vous devez le prendre en charge parce que c'est littéralement le but de l'humanité de se prendre en charge les uns les autres.